Salut à toi, cher auditeur. Ici Al, archiviste chez les Nyctéis. T'es-tu déjà demandé ce que tu ferais si tu pouvais voyager dans le temps pour influer sur ton destin? Que changerais-tu de ton passé? Que garderais-tu de ton présent? Que modifierais-tu de ton futur? Pour ma part, je donnerais cher pour revenir en arrière, éviter des erreurs que j'ai commises alors que j'irais dans les enfers, sauver mon amour perdu avant qu'il ne soit trop tard. Car parfois, une minute, un geste, une parole peut rebattre les cartes d'une seule vie. Mais parfois, même avec ce pouvoir, on ne peut changer certaines choses. Car, comme il le dit si bien... Attends, est-ce que j'ai le choix? Oui, bien sûr, on a toujours le choix. Oui, mais tu penses pas que parfois les choses sont juste inévitables? Oui, cette idée a déjà traversé mon esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un de mes films préférés qui aborde ce sujet. Si le pitch de base est assez simple, voire banal, on découvre assez vite que le film est loin de donner dans le convenu, autant dans son scénario que dans sa narration. Ce film, tu l'as deviné si tu as eu le titre de la vidéo, c'est Prédestination, sorti en 2014 et réalisé par les frères Spierig. Les frères Michael et Peter Spierig sont des réalisateurs, scénaristes et producteurs australiens nés vers 1970 en Allemagne. Très jeunes, ils ont émigré en Australie avec leur famille. Ils sont connus pour leurs films de science-fiction et d'horreur qui combinent souvent des éléments de thriller et de mystère. Ils ont également travaillé sur des projets de télévision ou pour d'autres réalisateurs. Ils ont commis, entre autres, Jigsaw, film d'horreur appartenant à la saga Saw, ainsi que The Breakers, une histoire SF de vampires avec à l'affiche l'excellent Ethan Hawke, acteur également présent dans le film dont je te parle aujourd'hui. Ce film, c'est l'adaptation de la nouvelle titrée Vous les zombies de Ayn Lane. Cette nouvelle, relativement courte, est assez différente du film, les réalisateurs ayant ajouté pas mal d'idées pour leur scénario. Si ça t'intéresse, je joins un lien à cet enregistrement qui te permettra d'accéder à cette nouvelle sous fichier PDF. Prédestination, c'est l'histoire d'un agent qui voyage à travers le temps pour empêcher que certains crimes soient commis. Et même si sa marge d'action est restreinte, car le dispositif ne lui permet pas d'aller au-delà de 53 ans en amont ou en aval du point zéro, ça laisse déjà pas mal de possibilités. Cet agent temporel, entre deux autres missions, pourchasse inlassablement un terroriste qui lui échappe depuis toujours. Ce terroriste, insaisissable, utilise des bombes qu'il pose dans des lieux remplis de monde, ayant à son actif des milliers de morts. On l'appelle le plastiqueur pétillant. Et je suis un peu embêté pour le coup, car tout ce que je pourrais dire de plus sur le film serait du spoil. La plupart des résumés, même sur les jaquettes du film, en disent déjà beaucoup trop à mon sens. C'est pourquoi, si tu ne l'as pas encore vu, je ne peux que te conseiller de le regarder sans lire de synopsis ou de résumé pour que la découverte soit totale. Mais, ce que je peux te dire, c'est que ce bref résumé que je t'ai donné est loin de définir ce que sera le film. Il ne sert qu'à poser les bases de l'univers et du personnage qui va permettre à son scénario très particulier de se déployer. Comme dans chaque chronique, je vais procéder à une analyse des personnages. Je vais donc devoir spoiler un max. Alors, si tu ne veux pas que je te révèle ta destinée, fuis dès maintenant. Je t'invite à passer directement à la conclusion si c'est le cas. Mais si tu la connais déjà, ou si tu t'en moques de connaître le futur, entrons dès maintenant dans la tête de notre agent temporel. Je ne vais pas revenir sur ce qui est évident ici. Si tu as besoin de te rafraîchir la mémoire sur le déroulement du film, ou si tu veux le découvrir vite fait pour comprendre ce qui suit, je te recommande la vidéo de Projet Ventilo sur le sujet. Il a fait un super boulot pour mettre l'histoire dans son ordre chronologique. J'ajouterai le moyen d'y accéder dans le dossier de cette métabande. Bon, si tu l'as vu, ou si tu t'es informé via vidéo conseillée, tu sais que la plupart des personnages principaux sont une seule et même personne. Et pour ne pas me perdre, et te perdre dans mon propos, je vais appeler chacune de ces identités par un nom différent. Première, Jane, c'est la jeune femme, de sa naissance à l'accouchement de son enfant. Deuxième, la mère célibataire, en référence à son nom de plume,
c'est l'homme qu'elle devient et qu'on découvre dans le bar, celui-là même qui est devenu écrivain et noie son chagrin dans l'alcool. Troisième, l'agent, est la version Ethan Hawke, l'agent temporel à partir du moment où il a changé de visage. Quatrième, le plastiqueur, c'est le terroriste qu'il est devenu ensuite. Et quand je parlerai du personnage en général, je l'appellerai juste John. Donc, Jen est abandonnée à sa naissance et grandit en solitaire dans un orphelinat. Rejetée constamment, elle apprend à se débrouiller seule, à se défendre seule, et, comme souvent chez les personnes rejetées, elle ne supporte pas son reflet et ne s'aime pas particulièrement. En grandissant, grâce à son intelligence et sa discipline, elle réussit à peu près tout ce qu'elle tente, mais est toujours aussi seule et rejetée. Peu à peu, elle commence à se considérer comme supérieure aux autres, une certaine arrogance naît en elle. Une façon d'étouffer ce terrible manque d'estime de soi. Cela arrive souvent. N'arrivant pas à se construire, on se met à rabaisser les gens, à faire preuve d'arrogance. Disons qu'au lieu de se critiquer en permanence, on projette la critique sur les autres. Mais on a juste déplacé le problème. On n'est pas mieux dans sa peau pour autant. Donc, Jen devient un peu arrogante, observant le monde du haut de sa tour d'ivoire. Se rassurant comme elle peut, mais toujours profondément seule. Jusqu'au jour où elle croise John, alias la mère célibataire. Homme tout à fait charmant à ses yeux. Ici, John bascule dans le narcissisme. N'arrivant pas à aimer, rejeté de tous, il tombe amoureux de son reflet, tel Narcisse se mirant dans l'onde de la source. Et tel Narcisse, il va se noyer pendant un temps dans cet amour. Un amour malaisant, mais ô combien nourrissant pour son ego, car il lui permet, d'une certaine façon, de se faire des compliments en permanence, de s'entendre dire ce qu'il a toujours voulu qu'on lui dise. C'est un amour égotique, narcissique. Cela dure jusqu'à ce que l'agent vienne le rechercher. Alors, il fait exactement ce qu'il a reproché jadis au mec qui l'avait largué sans prévenir. Il part. Il le fait, s'éloignant du seul amour qu'il n'a jamais eu, l'amour de lui-même, blessant par là même une part de lui, Jane. Assurément, son amour va lui manquer, mais il ne peut la revoir. Il doit tirer un trait sur cet amour narcissique qu'il avait pour lui-même. Il apprend au passage que l'agent est une version de lui plus âgée. Peut-être une façon de démontrer que la sagesse vient l'éclairer, l'orienter vers l'essentiel. Tout s'accélère. À nouveau seule, la mère célibataire œuvre comme agent temporel, s'oubliant dans son travail, accomplissant mission sur mission. Jusqu'au jour où, après s'être retrouvé défiguré, il change de visage, devenant à son tour l'agent. Entre autres missions, il continue de courir après le plastiqueur, comme si, inconsciemment, il tentait de renouer avec son amour perdu, pour lequel il a autant de haine que d'affection. Amour qui lui échappe, quoi qu'il fasse. Cela symbolise, à mon sens, cette fuite de soi que l'on fait pour ne pas avoir à affronter nos ombres, ce qu'on n'aime pas chez soi. Une part de nous la recherche, une part de nous la fuit. Et pendant ce temps, la solitude est toujours là, présente, omniprésente même. L'agent organise lui-même son propre abandon en tant que bébé. Il organise lui-même la rencontre de son amour narcissique. Il crée ce qu'il sera, totalement responsable de ce qu'il devient par ses choix. J'ai fait de toi celui que tu es, tu as fait de moi celui que je suis. C'est un paradoxe, c'est vrai, mais on ne peut pas le paradoxer. Pas vrai. À la toute fin, l'agent retrouve enfin le plastiqueur pour une ultime rencontre entre lui et lui. Le plastiqueur, devenu fou au fil du temps, n'est plus celui qu'il a connu. Mais l'agent ignore encore pourquoi. Le plastiqueur, tel un amant jaloux, lui reproche d'aimer une autre personne. Et, alors que l'agent s'apprête à le tuer, il le prévient. Maintenant, si tu me tues, tu deviendras moi. Tu piges, c'est comme ça que ça marche. Si tu veux briser la chaîne, il faut pas que tu me tues. Il faut que tu essaies de m'aimer à nouveau. L'agent ne l'écoute pas, l'abat et repart. Il a définitivement coupé le lien entre lui et lui. S'étant donné la mort symboliquement parlant, ayant abattu la seule personne qu'il ait jamais aimée, il se sent plus seul que jamais. Il s'est rejeté lui-même. Les années passant, il sombre dans la folie, cherchant dans ses actes terroristes une façon de regagner un peu d'estime de lui-même, inconscient sur le fait qu'il ne fait qu'empirer les choses, qu'il s'éloigne toujours plus de ce qu'il était alors. Enfin, il voit arriver l'agent qu'il a été. Il se rappelle de la scène et comprend à quel point il a changé, à quel point il s'est égaré.
Tentant de prévenir l'agent de ne pas réitérer son erreur, il échoue et meurt pour de bon. Le film s'arrête avec John, seul, se rappelant de sa vie, prostré et se disant à lui-même. La seule chose dont je suis sûr, c'est que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu me manques terriblement. John a donc couru toute sa vie après l'amour. D'ailleurs, la mère célibataire avait eu un éclair de lucidité sur sa propre psyché quand il dit à Jane « Tu prétends aussi que l'amour n'a aucune importance à tes yeux alors qu'en réalité il occupe ton esprit à longueur de temps. » Non, c'est faux. D'accord. Il y a aussi cette scène où l'agent et la mère célibataire parlent de trouver un sens à la vie. L'agent propose l'amour comme but et la mère célibataire rejette l'idée, encore dégoûtée d'avoir été larguée. En fait, on constate à travers l'histoire que régulièrement, quand ils se rencontrent, la version plus âgée prône l'amour et la sagesse, alors que la version plus jeune rejette l'amour et fait preuve de plus ou moins d'agressivité. L'expérience parle, l'inexpérience rejette, et c'est la cause même de cette boucle sans fin. Sans fin ? Pas forcément. Je vais maintenant t'exposer une théorie que j'ai constituée à force de revoir ce film. Une théorie qui laisse à penser qu'il est possible pour John de sortir de cette boucle temporelle. Robertson, incarné par Noah Taylor, est le chef du bureau temporel. C'est lui qui soutient Jane lors de son renvoi de Space Corps. C'est lui qui vient la voir pour lui proposer de travailler pour le bureau temporel. C'est lui qui est présent presque à chaque étape de l'évolution de John. Et s'il était en fait une version de John ayant réussi à quitter sa boucle temporelle ? Voici les éléments qui m'amènent à penser cela. Il suit Jane de près, assiste à un maximum de choses qu'elle fait, avec une certaine admiration, une certaine affection dans le regard, ou plus. Quand on lui donne les résultats de l'examen corporel de Jane, il a déjà un petit soupir en l'ouvrant, probablement parce qu'il sait déjà ce qui est noté. Lors de sa deuxième rencontre avec Jane, où il lui parle vaguement du boulot d'agent temporel, il lui dit qu'il cherche des personnes de capacité exceptionnelle. Il lui dit ce qu'il sait qu'elle a besoin d'entendre sur le moment. Pourtant, Robertson n'a rien d'un manipulateur. Il repart ensuite, ne donnant plus de nouvelles jusqu'à ce que ce soit à nouveau nécessaire. De plus, Robertson connaît absolument tout de John et du plastiqueur. En témoigne cette scène. Sans le plastiqueur pétillant, notre organisation n'aurait pas évolué. On dirait que vous admirez ce type. C'est un terroriste. Rien n'est jamais aussi simple. J'aimerais que ça le soit. Et puis, physiquement, ils sont assez proches. Ils ont la même taille, la forme du visage est à peu près similaire, ils portent tous les deux la moustache. Autre détail, son prénom n'est jamais prononcé durant le film. Il est juste appelé Monsieur Robertson. Et on ignore quel est le nom de famille de John. Enfin, la scène que j'ai déjà citée dans le chapitre précédent, où le plastiqueur dit à l'agent « Si tu me tues, tu deviendras comme moi, etc. » Est-ce que Robertson serait une version de John qui aurait, à ce moment-là, choisi de ne pas tuer le plastiqueur, se permettant ainsi de sortir de cette boucle ? Je le pense. Le message sous-jacent étant que, pour cesser de tourner en rond, on doit accepter ses erreurs pour ne plus les reproduire. On doit accepter sa part d'ombre pour arriver à devenir ce que l'on est. Sinon, tôt ou tard, on se perd et la folie peut s'emparer de nous. Une citation de Carl Jung est parfaite pour résumer le propos du film. Si tu ne fais pas face à ton ombre, elle te reviendra sous la forme de ton destin. Autrement dit, une fois que nous avons intégré notre ombre, nous pouvons reprendre le contrôle et nous créer une vie qui reflète notre véritable essence. Plus de prédestination. Ce petit passage est intéressant, il démontre la peur de John quant à l'idée de lâcher cette destinée qui tourne en boucle. Et que va-t-il se passer quand viendra le jour où j'aurai plus aucune connaissance de mon futur ? Eh bien, vous devrez aborder chaque jour qui vient l'un après l'autre comme n'importe qui. Voilà tout ce qui me fait dire que Robertson est une version de John qui a trouvé le moyen de quitter cette boucle temporelle. Et je pense qu'il suit Jane, puis John en permanence, pour veiller sur lui, comme un père, cherchant à lui redonner une certaine estime de lui à travers son soutien, pour tenter de l'amener à justement accepter cette part d'ombre qu'est le plastiqueur. Robertson, ayant trouvé la sortie,
il essaye de le montrer à ses autres versions de lui-même, mais comme dit Morpheus dans Matrix, « J'aimerais libérer ton esprit, Neo, mais je ne peux que te montrer la porte. C'est à toi qu'il appartient de la franchir. » Bon, cette analyse aurait été plus longue que je ne le pensais, surtout pour un film aussi court. Mais cela démontre toute la richesse et la complexité de cette œuvre qui, sur la forme, ne semble n'être qu'un simple petit film de SF. Car c'est ça aussi la force de la SF. Libérée des limites de la réalité, elle permet d'explorer, d'écrire, démontrer des idées qui, sans l'aide de ces concepts, prendraient des heures à expliquer. Tu l'auras compris, c'est un film que j'adore. Pour le coup, je le préfère grandement au livre, ce qui est plutôt rare. D'ailleurs, en parlant de ça, une petite référence à la nouvelle se trouve dans le film, quand John reprend le titre et la phrase qui conclut la nouvelle. Je sais d'où je viens. Mais vous, tous les zombies, d'où venez-vous? J'ai du mal à retranscrire tout ce que ce film a déjà fait naître comme réflexion chez moi. Chaque revisionnage m'en apportant des nouvelles. Je dirais juste que, au-delà de son apparence de simple film de SF au scénario un peu spécial, il offre bien plus si on prend la peine de le comprendre. Tiens, en voilà une belle réflexion qui l'amène. Regardez au-delà des apparences et des bizarreries des autres pour mieux les comprendre et les aimer. J'ajouterais qu'Ethan Hawke joue un de ses plus beaux rôles ici, et que Sarah Snook, actrice que je ne connaissais pas du tout, est super belle aussi. De plus, sa transformation en mère célibataire est juste bluffante. On jurait que c'est un jumeau masculin qui fait le rôle, alors que non, c'est bien Sarah. Sans compter que le montage est juste parfait. Ça a dû être très compliqué d'arriver à trouver le juste équilibre sur chaque scène, chaque coupe, pour ne dévoiler que ce qu'il fallait au moment où il fallait. Ah, et la musique principale du film est top. Elle a ce rythme à la fois lancinant et mélancolique qui reflète parfaitement la personnalité du personnage. Voilà qui conclut cette chronique. Si tu l'as déjà vu, dis-moi ce que tu en as pensé. Quelle réflexion il t'a amené? Est-ce que tu as capté des éléments qui m'auront échappé? En as-tu fait une interprétation différente de la mienne? C'est toujours intéressant de connaître d'autres perspectives que la nôtre. Sur ce, je te dis à la prochaine, et surtout, que la curiosité t'accompagne.